Au micro aussi, puis dire votre nom, tout simplement. Nous ici, on est là pour prendre des notes. On va prendre des notes pour ça à la fin, puis on va, dans les prochaines heures, prochaines journées, on va consolider le tout, faire un résumé. Je voudrais vous dire, je vais parler avec beaucoup de monde depuis qu'on a déposé le projet. J'ai entendu beaucoup de commentaires, des bons commentaires, beaucoup, des commentaires aussi de préoccupations. Et je voudrais en partant vous dire que Notre-Dame de Montauban, en tout cas notre conseil ici, est favorable au développement de location court terme. Il y en a des fois qui peuvent penser le contraire, mais c'est pas du tout ça. Nous, on est favorable à ça parce qu'on veut développer Notre-Dame de Montauban avec du rééquilibre touristique. Donc, si ça prend, si on veut avoir plus de tourisme, ça prend de la location. Et ça bien ça marche. Et par contre, on ne veut pas non plus avoir de la location court terme non encadrée. Comme on a vu dans d'autres communautés, et même Montréal aussi, on a eu ça. Tout le monde veut encadrer adéquatement la location court terme. Le gouvernement du Québec veut le faire aussi. On a vu que récemment, ils veulent que l'entreprise Art Galerie mette le numéro de CITQ sur leur site. Donc, on voit que tout le monde veut encadrer. Nous, on a encadré notre règlement. Bon, le premier règlement qu'on a envoyé, bon, c'est ça. Maintenant, on va vous écouter. Puis, écouter vos préoccupations. Si vous voulez assouplir certaines choses, ou enlever certaines choses, ou ajouter certaines choses, vous êtes là pour ça. On est là pour vous entendre, vous écouter. Puis, on a un bon conseil, là. Malheureusement, il manque des personnes pour toutes sortes de choses, toutes sortes de raisons. Familiale, mais on a quand même une bonne représentation aussi. On a surtout M. Martin qui est avec nous, qui connaît très bien le dossier, puis on a celui aussi, qui est là. Donc, bref, c'est à peu près ça. Puis, nous, de notre côté, si vous avez des questions, on va répondre. Si on ne peut pas répondre, on prend des notes, puis on va essayer de vous répondre dans les plus brefs délais. Hein, Martin? Bon. Puis, c'est sûr qu'on n'aura pas toutes les réponses à tout, parce qu'il y a souvent des cas par cas, souvent des petites spécificités de certains propriétaires. Bref, c'est à peu près ça. Fait que je pense que je vais laisser la parole à Mme Joël. Puis on a aussi en passant notre nouvelle inspectrice ici, Jessie. Donc, Jessie est nouvelle, elle apprend très vite dans sa courbe d'apprentissage assez intense, mais elle ne profite pas de tout. Puis ce soir, ben, c'est la première fois qu'elle fait face à un public, donc je te mets pas de pression, Jessie. C'est parfait. OK, ben allons-y. Joël? Donc, d'habitude, ils me font rire, là, je vais parler. Ça va, si je parle trop vite, moi là, je vais essayer de baisser la cadence, là, c'est pas un problème. On a reçu beaucoup de questionnements par rapport là, au projet qui a été déposé, qui a été le premier projet finalement qui a été adopté à la séance extraordinaire. On voulait juste faire le point là, pour vous présenter aussi les étapes. Ça, c'est un projet qui touche le zonage et puis qui a aussi une connotation référendaire. On a adopté le premier projet parce qu'on voulait bien présenter quelque chose. Aujourd'hui, on vous écoute. Ensuite, avec les commentaires qu'on a reçus, il y aura un second projet qui sera adopté. Puis à ce moment-là, avec le second projet, avec les modifications qui vont être très clairement inscrites, si ça rentre finalement dans la vie publique, ça va être dans la vie publique. Sinon, il y a des copies du règlement avec les modifications qui vont être aussi disponibles au bureau municipal, puis on va les mettre sur Internet comme on a fait avec ceux-là. Donc, c'est ça. Puis ensuite, avec la vie publique, il y aura toute la procédure aussi là, pour le référendum, ceux qui veulent faire une demande de référendum dans les zones concernées, les critères qui devront être respectés là, pour faire le référendum. Puis ensuite, les demandes, on va les recevoir jusqu'à 8 jours après la vie publique. Si les demandes sont jugées conformes, il y a des référendums qui pourraient avoir lieu dans certaines zones, d'autres pas. Ensuite, avec le référendum, dans le fond, la question, il faut qu'elle soit vraiment énoncée clairement. C'est sur un seul sujet, mais ça va vraiment être énoncé clairement dans la vie publique aussi, là, si jamais. Puis ensuite, là, s'il n'y a pas de référendum,
il n'y a pas de demande de référendum. Ensuite, à ce moment-là, le second projet pourra être adopté. Sinon, là, on va tenir le registre, puis tout ce que ça implique, là, le référendum. C'est tout. C'est ça, c'est les étapes qu'on vous a mis là, au projecteur. Là, on est comme à la 3e étape là, du processus pour ces deux règlements. Ensuite, alors toujours on avait la présentation, tout le monde a c'était ici. Puis, c'est ça. On est rendu à présenter brièvement là, les règlements. Puis ensuite, ben, on vous laisse la parole, là, puis si vous voulez vous exprimer, ben, le plancher va être à vous commencer. Merci, Joël, d'avoir précisé brièvement, parce que des fois, je peux ne pas être très bref. Alors, essentiellement, on va débuter par le premier règlement, celui qui vient modifier le règlement de zonage numéro 347, notamment afin de régir les usages de résidence de tourisme. Alors, essentiellement, les ajustements qui sont proposés dans ce projet de règlement-là vont venir viser certaines classifications qu'on se trouve à devoir venir modifier en vue d'intégrer notre autre projet de règlement qui vise les usages conditionnels. Excuse-moi, est-ce que tout le monde m'entend? Non, on n'entend pas. Merci, Martin. Merci. Alors, comme je vous disais, ce premier projet de règlement-là vise à modifier certains concepts dans le règlement de zonage afin de prévoir ce que le nouveau règlement de zonage, le nouveau règlement sur les usages conditionnels veut mettre en place. Alors, essentiellement, dans ce premier règlement-là, on vient préciser que partout sur le territoire, dans les différentes zones qui ont été découpées dans la municipalité, chacune de ces zones-là, il y a différents usages qui sont prévus dans le tableau. Et donc, les usages où on prévoyait spécifiquement les résidences de tourisme sont dans 3 catégories bien distinctes. Alors, dans ce tableau-là, lorsqu'il y avait un crochet vis-à-vis l'usage, automatiquement, ça mentionnait, ça voulait dire que les personnes étaient autorisées à demander cet usage-là pour faire une résidence de tourisme. Alors, le libellé va être modifié en disant que pour les 3 catégories où on pouvait faire de l'usage de résidence de tourisme, où c'était possible de le faire, c'est que ça va être modifié en disant que ça va être spécifiquement prohibé dans les zones où c'était auparavant permis, sous réserve d'obtenir une autorisation du conseil municipal en vertu du règlement des usages conditionnels. Alors, c'est pour ça que la grille que l'on a, ça va encore spécifier que c'est permis, mais sous réserve d'une approbation en vertu du règlement sur les usages conditionnels. Alors, essentiellement, ce sera les mêmes zones où c'était permis auparavant qui seront visées par le nouveau règlement sur l'usage, sur le règlement sur les usages conditionnels. Alors, c'était pour ce premier règlement-là, c'est les 3 premiers éléments qui vont modifier le règlement du zonage. Par la suite, on a introduit une série de nouvelles définitions qui n'étaient pas prévues auparavant, puisque le règlement d'usage conditionnel n'existe pas, il n'était pas prévu à ce moment-là. Donc, on vient aussi définir certains concepts comme ce qu'on appelle un usage de résidence principale. Alors, peut-être certains le savent au niveau de la CTUQ, la Corporation touristique de l'Industrie du Québec, il y a une réglementation qui existe déjà au niveau provincial et les différents types d'établissements sont catégorisés. Et il y en a 3 maintenant avec la nouvelle législation. Il y en a un qui s'appelle l'établissement de résidence principale. Alors, on vient enchasser dans notre règlement de zonage ce qu'on entend par établissement de résidence principale et on vient dire spécifiquement que pour cet usage-là, ça sera autorisé, mais sous réserve d'obtenir une autorisation du conseil municipal en vertu du règlement des usages conditionnels. Alors, c'est pour ça que la grille que l'on a, ça va encore spécifier que c'est permis, mais sous réserve d'une approbation en vertu du règlement sur les usages conditionnels. Alors,
partout où l'usage résidentiel est déjà prévu dans la grille de spécification. Donc, partout où quelqu'un a la possibilité d'avoir une résidence principale, une résidence qui occupe de façon, comme on dit, pas secondaire, donc principale, le principal milieu de vie, le règlement de zonage va spécifiquement le permettre, puisque, indirectement, tantôt, comme je vous disais, on venait l'exclure pour ce qui était le concept de résidence de tourisme. D'ailleurs, dans ce règlement-là, on vient de définir, comme je vous disais, différents concepts, dont ce qu'on entend par résidence de tourisme. Si je vous en fais la lecture, parce que c'est un concept clé ici, on dit une résidence de tourisme est un usage commercial. Il s'agit d'un établissement d'hébergement touristique et a le sens que lui donne la loi sur l'hébergement touristique et ses règlements. Alors, c'est un concept qu'on va utiliser largement dans le règlement d'usage conditionnel. Par la suite, il y a un autre article qui doit être modifié conséquemment. C'est celui qui traite de l'affichage. Donc, on va venir spécifiquement prévoir, dans le cadre d'une résidence de tourisme, quelles sont les règles spécifiques quant à l'affichage. Et enfin, on a un article qui vient prévoir, lorsqu'il y a une modification réglementaire, il y a un avant et un après. Et souvent, quand quelqu'un était visé par une situation pour laquelle il utilisait, par exemple, un usage avant l'adoption d'un nouveau règlement, ça devient un usage dérogatoire qui devient protégé par des droits acquis. Alors, on vient ajouter cette définition-là ici, l'expliquant que quelqu'un qui serait visé par un usage qui serait dorénavant dérogatoire, il y aurait une protection en vertu des droits acquis. Alors ça, c'est le premier règlement qui doit être modifié pour tenir compte du deuxième règlement qui est un peu plus costaud, qui lui vise la mise en place de ce qu'on appelle un règlement sur l'usage conditionnel. Alors le deuxième règlement, la façon dont il est construit, c'est que la première portion du règlement, ça met en place ce qu'on appelle un règlement d'usage conditionnel, qui pourra viser d'autres situations dans l'avenir. Là, nous, ce qu'on a introduit dans le cadre de ce projet-là, c'est uniquement un type d'usage conditionnel qui pourrait être demandé en vertu d'une demande suite à l'introduction de ce nouveau règlement-là. Mais le préambule et la procédure qui est expliquée sera la même dans d'autres types de demandes d'usage conditionnel. Alors, encore là, brièvement, ce qu'on peut dire sur cette procédure-là, essentiellement, ce nouveau règlement-là va s'appliquer à l'ensemble du territoire. Ce qu'on peut dire du point de vue administratif, c'est que ce règlement-là a un caractère discrétionnaire, à l'effet que, ultimement, l'autorisation de permettre à quelqu'un d'utiliser, de faire un usage conditionnel sera permis en vertu d'une résolution par le Conseil. Alors, ultimement, c'est cette résolution-là faite par le Conseil qui va venir confirmer l'usage ou non pour le demandeur. Par contre, il y a tout un processus qui doit être mis en place avant d'arriver à cette ultime étape-là. Ultimement, bien, c'est de pouvoir déposer une demande en bonne et due forme. Les règlements, avec les différents articles, on prévoit pas à pas ce qui doit être fait pour déposer une demande jugée conforme par notre inspectrice à ce moment-là, qui recevra la demande, qui, elle, une fois que tous les documents demandés auront été colligés, sera en mesure de soumettre le dossier de demande d'usage conditionnel à l'organisme qui s'appelle le Comité consultatif d'urbanisme. C'est un comité qui existe depuis plusieurs années ici à Notre-Dame-de-Montauban, qui a eu comme habitude de traiter davantage des situations comme des demandes de dérogation mineure. Vous avez peut-être vu passer ça au fil des années. Bien, c'est cet organisme-là qui aura à étudier la demande d'usage conditionnel. Juste pour donner un petit peu de précision sur ce que c'est que le comité d'urbanisme consultatif en urbanisme, c'est composé de 5 membres. Il y a 2 élus. Entre autres, moi je suis un des membres et Mme Huot également, et 3 citoyens de Notre-Dame-de-Montauban qui participent à ce comité-là. Alors, ultimement, bien, lorsque la demande est jugée conforme, le CCU est saisi du dossier. Elle devra émettre une recommandation
au Conseil. Une recommandation à la fois d'accepter avec ou sans condition ou de refuser ultimement. Et pour faire son analyse, elle aura à sa disposition tous les documents que le demandeur aura remis dans le cadre du dépôt de sa demande. Et puis, ultimement, bien, la façon d'analyser ces demandes-là, c'est en vertu des différents critères qui sont déterminés dans le cadre de ce règlement-là. Évidemment, les critères qu'on va parler un petit peu plus tard, c'est uniquement dans l'objectif d'accorder un usage conditionnel de résidence de tourisme, mais éventuellement, s'il y avait d'autres usages qui devraient être introduits dans le cadre de ce règlement-là, il y aurait un mécanisme spécifique d'étude qui serait mis en place pour cet autre règlement-là, le cas échéant. Alors, essentiellement, bien, les documents sont mis à la disposition. Le comité va analyser le dossier basé sur les différents critères qui ont été établis dans le cadre d'une analyse de résidence de tourisme. Il y a 32 critères qui ont été mis en place. 34 critères, pardon. Et donc, lorsque le Conseil consultatif en urbanisme est en mesure de rendre une décision, bien, il soumet sa décision au Conseil. L'appareil administratif doit émettre un avis d'une durée de 15 jours avant la séance où le Conseil va rendre une décision sur le dossier. Et cet avis-là, bien, c'est un avis public. Donc, toute personne intéressée a la possibilité de prendre connaissance de la demande qui est faite. Les gens seront dûment informés de quelle est la propriété qui est visée par cette demande-là. Et lors de la séance, les gens vont pouvoir se présenter, poser des questions, émettre des commentaires. Et à ce moment-là, avant de rendre sa décision, le Conseil entendra ces gens-là et là décidera s'il est prêt à prendre une décision à même la séance ou si c'est remis une séance ultérieure. Évidemment, bien, le Conseil doit émettre une décision, donc ce serait une décision favorable avec ou sans condition également, ou encore là, une décision défavorable, à ce moment-là, en justifiant le motif. Les gens seront avisés, le demandeur sera avisé par la suite du résultat de cette démarche-là. Et là, par la suite, bien évidemment, si c'est positif, bien, il aura à faire les différentes demandes de certificats, entre autres le certificat d'usage, qui sera dûment émis sur présentation de la résolution d'adoption. Alors, c'est le processus que suivra une demande en vertu de quelqu'un qui voudrait faire un usage de résidence de tourisme pour l'immeuble qu'il compte utiliser de cette façon-là. Alors, les différents critères, comme on disait tantôt, sont analysés par le Conseil consultatif en urbanisme. C'est pas prévu que les 34 critères doivent être impérativement rencontrés. Dans certains cas, certains critères pourraient ne pas être retenus dans un dossier, mais l'être impérativement dans un autre, parce que chaque dossier, chaque demande va être une question de fait. Il y a des particularités à chaque dossier. Donc, dans certains cas, il y a des éléments qui vont être peut-être plus sensibles. Alors, c'est pour ça qu'on dit que tout ce processus-là est somme toute discrétionnaire et non pas un automatisme que si tous les points sont rencontrés, ben, au contraire, qu'il faille avoir tous les critères pour que le dossier soit accepté. Alors, c'est un peu essentiellement la procédure. Peut-être, Marcel, je voulais revenir aussi sur les motivations là, qui nous ont amenés à en venir à ce règlement-là. Je peux aussi expliquer les objectifs généraux qu'on trouve à même le règlement. On dit que les objectifs généraux, c'est optimiser le potentiel touristique et économique du territoire, et ce, en s'assurant de respecter le cadre virtuel et assurer une offre diversifiée tout au long de l'année. Éviter que l'usage de résidence touriste s'implante dans des milieux où il serait incompatible avec l'environnement. Et en dernier lieu, bien évidemment, encadrer ce type d'usage afin de limiter les impacts négatifs et les nuisances pouvant être reliées à cette présence. Ce règlement-là, il y aura la possibilité de faire une demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme dans les zones où auparavant c'était déjà permis de pouvoir exercer un usage de résidence de tourisme.
Donc, dans les zones où il n'y avait pas déjà la possibilité, ben, il n'y aura pas plus la possibilité en vertu de ce nouveau règlement-là, puisque les zones autorisées sont spécifiquement détaillées dans le règlement. Alors, chacun connaissait peut-être votre zone, donc spécifiquement, vous pouvez voir si ce nouveau règlement-là modifie ou ne modifie pas l'usage que vous pouviez faire ou pas auparavant. Quelque chose à rajouter? Juste pour dire que, encore une fois, c'est pas un frein au développement touristique du tout. C'est vraiment un document qu'on doit maîtriser, tout simplement. S'adapter à ça. Puis nous, de notre côté, c'est un conseil, on veut du développement de location court terme. Il faut que ça soit clair. Là. Mais on ne veut pas que ça soit fait de n'importe quelle façon. Puis comme Martin a expliqué, je sais que ça fait peur plusieurs critères. Mais certains critères qu'on peut ne pas prendre en considération, d'autres oui. Donc c'est vraiment une discussion entre la personne et le conseil. Mais pas le conseil, c'est CCU. Puis, soyez rassurés, là, c'est pas, on ne dit pas non. Il y a des communautés au Québec qui ont dit non, simplement. Il y en a qui sont pas loin d'ici. Ils ont dit non, on n'en veut pas du tout. Nous, c'est pour ça qu'on dit, on en veut, puis de façon encadrée. Puis je pense que l'encadrement qu'on a ici, personnellement, je pense que c'est quand même bien. C'est pas quelque chose qui est insurmontable, c'est quelque chose qui est quand même correct. De toute façon, je pense que la plupart du monde qui ont des locations court terme présentement rencontrent déjà tout ça, de toute façon, pratiquement. Ça fait que quelques détails à ajouter. Donc, c'est à peu près ça, mais ce qui est important à retenir, c'est qu'on n'a pas un frein à ça du tout. On veut de la location court terme, on veut que ce soit encadré, on ne veut pas perdre nos logements, entre autres ici dans la trame de Montauban, que ça aurait pu arriver que les gens achètent les logements pour les louer, dans leur logement ici, comme qui était là à Montréal et à différentes places, à Saint-Tite d'ailleurs. Nous, on veut que ce soit encadré, on veut développer notre rame de Montauban de façon correcte, je dirais. Ça veut dire. Puis on est certain que les gens qui ont des chalets partout, ou des maisons, ils vont rencontrer des critères, puis j'ai hâte de vous entendre sur certains critères que vous ne voulez pas avoir carrément, ou d'autres que vous avez passés et qu'on n'a pas vu, ou d'autres qui pourraient être adoucis. Il y en a un que vous avez dit d'avance qu'on ne vous voit pas, là. C'est les espèces envahissantes. Ça, là-dessus, vous ne verrez pas. Parce que j'ai jasé beaucoup avec le ministère de l'Environnement, puis le plus grand danger qu'on a ici, puis dans toutes les communautés, c'est les espèces envahissantes. Vous ne devez pas voir le lac 3000, mettons, avec une pancarte en avant, puis une baignade interdite, comme on voit à certaines places au Québec. Là. Ça, c'est vraiment catastrophique. Puis quand ça rentre, il y a tellement de ruisseaux, ça tombe dans le lac, etc. Ça a un désastre total. Donc là-dessus, il faut être très, très vigilant. Puis, à part de ça, on est ouvert à d'autres affaires. Donc, ben allons-y. Madame Noël. Dans le fond, je veux juste vous dire, le règlement, dans le fond, c'est l'enrayage des embarcations. Puis c'est la mise à disposition des gens qui louent aussi des embarcations pour se promener sur les plans d'eau. C'est ce critère-là. Oui. On va s'en parler. Mais nous, on est prêts pour vos questions, si jamais vous en avez. J'encourage à poser des questions. Venez en avant ici. Ouais, déplacez-vous au micro, s'il vous plaît, parce que à la gang que vous êtes, là. Au micro aussi, puis dire votre nom, tout simplement. Nous, ici, on est là pour prendre des notes. On va prendre des notes. Pour ça, à la fin, ben, on va, dans les prochaines heures, prochaines journées, on va consolider le tout, faire un résumé. Je voudrais vous dire, parce que j'ai parlé avec beaucoup de monde depuis qu'on a déposé le projet. J'ai entendu beaucoup de commentaires, des bons commentaires, beaucoup, des commentaires aussi de préoccupations. Mais je voudrais en partant vous dire que Notre-Dame de Montauban, en tout cas notre conseil ici, est favorable au développement de location court terme. Il y en a des fois qui peuvent penser le contraire, mais c'est pas du tout ça. Nous, on est favorable à ça parce qu'on veut développer Notre-Dame de Montauban avec du rééquilibre touristique. Donc, si
Si on veut avoir plus de tourisme, ben, ça prend de la location. Et ça devient ça. Et par contre, on ne veut pas non plus avoir de la location court terme non encadrée. Comme on a vu dans d'autres communautés, et même Montréal aussi, on a eu ça. Tout le monde veut encadrer adéquatement la location court terme. Le gouvernement du Québec veut le faire aussi. On a vu que récemment, ils veulent que l'entreprise Airbnb mette le numéro de CITQ sur leur site. Donc on voit que tout le monde veut encadrer. Nous, on a encadré notre règlement. Bon, le premier règlement qu'on a envoyé, bon, c'est ça. Maintenant, on va vous écouter. Puis, écoutez vos préoccupations, si vous voulez assouplir certaines choses, ou enlever certaines choses, ou ajouter certaines choses. Vous êtes là pour ça, on est là pour vous entendre, vous écouter. Puis, on a un bon conseil, là, malheureusement, il manque des personnes pour toutes sortes de choses, toutes sortes de raisons. Familiales, mais on a quand même une bonne représentation aussi. On a surtout M. Martin qui est avec nous, qui connaît très bien le dossier, puis on a celui aussi. Donc, bref, c'est à peu près ça. Puis, nous, de notre côté, si vous avez des questions, on va répondre. Si on ne peut pas répondre, on prend des notes, puis on va essayer de répondre dans les plus brefs délais. Hein, Martin? Bon. Puis, c'est sûr qu'on n'aura probablement pas toutes les réponses à tout, parce qu'il y a souvent des cas par cas, souvent des petites spécificités de certains propriétaires. Bref, c'est à peu près ça. Fait que je pense que je vais laisser la parole à Mme Joël. Puis on a aussi en passant notre nouvelle inspectrice ici, Jessie. Donc, Jessie est nouvelle, elle apprend très vite dans sa courbe d'apprentissage assez intense, mais elle ne profite pas répondre à tout. Puis ce soir, ben, c'est la première fois qu'elle fait face à un public, donc je te mets pas de pression, Jessie. C'est parfait. OK, ben allons-y. Joël? Oui. Madame Picard, en arrière. Donc, d'habitude, ils me font rire, là, je vais parler. Ça va, si je parle trop vite, moi là, je vais essayer de baisser la cadence, là, c'est pas de problème. On a reçu beaucoup de questionnements par rapport là, au projet qui a été déposé, qui a été le premier projet finalement qui a été adopté à la séance extraordinaire. On voulait juste faire le point, là, pour vous présenter aussi les étapes. Ça, c'est un projet qui touche le zonage et puis qui a aussi une connotation référendaire. On a adopté le premier projet parce qu'on voulait bien présenter quelque chose. Aujourd'hui, on vous écoute. Ensuite, avec les commentaires qu'on aura reçus, il y aura un second projet qui sera adopté. Puis à ce moment-là, avec le second projet, avec les modifications qui vont être très clairement inscrites, si ça rentre finalement dans la vie publique, ça va être dans la vie publique. Sinon, il y a des copies du règlement avec les modifications qui vont être aussi disponibles au bureau municipal, puis on va les mettre sur Internet comme on a fait avec ceux-là. Donc, c'est ça. Puis ensuite, avec la vie publique, il y aura toute la procédure aussi là, pour le référendum, ceux qui veulent faire une demande de référendum dans les zones concernées, les critères qui vont être respectés là, pour faire le référendum, puis ensuite, les demandes, on va les recevoir jusqu'à 8 jours après la vie publique. Si les demandes sont jugées conformes, il y a des référendums qui pourraient avoir lieu dans certaines zones, d'autres pas. Ensuite, avec les référendums, dans le fond, la question, il faut qu'elle soit vraiment énoncée clairement. C'est sur un seul sujet, mais ça va vraiment être énoncé clairement dans la vie publique aussi, là, si jamais. Puis ensuite, là, s'il n'y a pas de référendum, il n'y a pas de demande de référendum, ensuite, à ce moment-là, le second projet pourra être adopté. Sinon, là, on va tenir le registre, puis tout ce que ça implique, là, le référendum. C'est tout. C'est ça, c'est les étapes qu'on vous a mis là, au projecteur. Là, on est comme à la 3e étape là, du processus pour ces deux règlements. Ensuite, alors toujours, on avait la présentation, tout le monde a compris que c'était ici. Puis, c'est ça. On est rendu à présenter brièvement là, les règlements. Puis ensuite, on vous laisse la parole. Là, puis si vous voulez vous exprimer, le plancher va être à vous commencer.
Merci, Joël, d'avoir précisé brièvement, puisque des fois, je peux ne pas être très bref. Alors, essentiellement, on va débuter par le premier règlement, celui qui vient modifier le règlement de zonage numéro 347, notamment afin de régir les usages de résidence de tourisme. Alors, essentiellement, les ajustements qui sont proposés dans ce projet de règlement-là vont venir viser certaines classifications qu'on se trouve à devoir venir modifier en vue d'intégrer notre autre projet de règlement qui vise les usages conditionnels. Excuse-moi, est-ce que tout le monde m'entend? Non, on n'entend pas. Voilà. Merci, Martin. Merci. Alors, comme je vous disais, ce premier projet de règlement-là vise à modifier certains concepts dans le règlement de zonage afin de prévoir ce que le nouveau règlement de zonage, le nouveau règlement sur les usages conditionnels veut mettre en place. Alors, essentiellement, dans ce premier règlement-là, on vient préciser que partout sur le territoire, dans les différentes zones qui ont été découpées dans la municipalité, chacune de ces zones-là, il y a différents usages qui sont prévus dans le tableau. Et donc, les usages où on prévoyait spécifiquement les résidences de tourisme sont dans 3 catégories bien distinctes. Alors, dans ce tableau-là, lorsqu'il y avait un crochet vis-à-vis l'usage, automatiquement, ça mentionnait, ça voulait dire que les personnes étaient autorisées à demander cet usage-là pour faire une résidence de tourisme. Alors, le libellé va être modifié en disant que pour les 3 catégories où on pouvait faire de l'usage de résidence de tourisme, où c'était possible de le faire, c'est que ça va être modifié en disant que ça va être spécifiquement prohibé dans les zones où c'était auparavant permis, sous réserve d'obtenir une autorisation du conseil municipal en vertu du règlement des usages conditionnels. Alors, c'est pour ça que la grille que l'on a, ça va encore spécifier que c'est permis, mais sous réserve d'une approbation en vertu du règlement sur les usages conditionnels. Alors, essentiellement, ce sera les mêmes zones où c'était permis auparavant qui seront visées par le nouveau règlement sur l'usage, sur le règlement sur les usages conditionnels. Alors, c'était pour ce premier règlement-là, c'est les 3 premiers éléments qui vont modifier le règlement du zonage. Par la suite, on a introduit une série de nouvelles définitions qui n'étaient pas prévues auparavant, puisque le règlement de l'usage conditionnel n'existe pas, il n'était pas prévu à ce moment-là. Donc, on vient aussi définir certains concepts comme ce qu'on appelle un usage de résidence principale. Alors, peut-être certains le savent au niveau de la CTUQ, la Corporation touristique et industrie du Québec, il y a une réglementation qui existe déjà au niveau provincial et les différents types d'établissements sont catégorisés. Il y en a 3 maintenant avec la nouvelle législation. Il y en a un qui s'appelle l'établissement de résidence principale. Alors, on vient enchasser dans notre règlement du zonage ce qu'on entend par établissement de résidence principale, et on vient dire spécifiquement que pour cet usage-là, ça sera autorisé partout où l'usage résidentiel est déjà prévu dans la grille de spécification. Donc, partout où quelqu'un a la possibilité d'avoir une résidence principale, une résidence qui l'occupe de façon, comme on dit, pas secondaire, donc principale, le principal milieu de vie, le règlement de zonage va spécifiquement le permettre, puisque, indirectement, tantôt, comme je vous disais, on venait l'exclure pour ce qui était le concept de résidence de tourisme. D'ailleurs, dans ce règlement-là, on vient définir, comme je vous disais, différents concepts, dont ce qu'on entend par résidence de tourisme. Si je vous en fais la lecture, parce que c'est un concept clé ici, on dit une résidence de tourisme est un usage commercial. Il s'agit d'un établissement d'hébergement touristique et a le sens que lui donne la loi sur l'hébergement touristique et ses règlements. Alors, c'est un concept qu'on va utiliser largement dans le règlement d'usage conditionnel. Par la suite, il y a un autre article qui doit être modifié conséquemment.
c'est celui qui traite de l'affichage. Donc, on va venir spécifiquement prévoir, dans le cadre d'une résidence de tourisme, quelles sont les règles spécifiques quant à l'affichage. Et enfin, on a un article qui vient prévoir, lorsqu'il y a une modification réglementaire, il y a un avant et un après. Et souvent, quand quelqu'un était visé par une situation pour laquelle il utilisait, par exemple, un usage avant l'adoption d'un nouveau règlement, ça devient un usage dérogatoire qui devient protégé par des droits acquis. Alors, on vient ajouter cette définition-là ici, l'expliquant que quelqu'un qui serait visé par un usage qui serait dorénavant dérogatoire, il y aurait une protection en vertu des droits acquis. Alors ça, c'est le premier règlement qui doit être modifié pour tenir compte du deuxième règlement qui est un peu plus costaud, qui lui vise la mise en place de ce qu'on appelle un règlement sur l'usage conditionnel. Alors le deuxième règlement, de la façon dont il est construit, c'est que la première portion du règlement, ça met en place ce qu'on appelle un règlement d'usage conditionnel, qui pourra viser d'autres situations dans l'avenir. Là, nous, ce qu'on a introduit dans le cadre de ce projet-là, c'est uniquement un type d'usage conditionnel qui pourra être demandé en vertu d'une demande suite à l'introduction de ce nouveau règlement-là. Mais le préambule et la procédure qui est expliquée sera la même dans d'autres types de demandes d'usage conditionnel. Alors, encore là, brièvement, ce qu'on peut dire sur cette procédure-là, essentiellement, ce nouveau règlement-là va s'appliquer à l'ensemble du territoire. Ce qu'on peut dire du point de vue administratif, c'est que ce règlement-là a un caractère discrétionnaire, à l'effet que, ultimement, l'autorisation de permettre à quelqu'un d'utiliser, de faire un usage conditionnel sera permis en vertu d'une résolution par le Conseil. Alors, ultimement, c'est cette résolution-là faite par le Conseil qui va venir confirmer l'usage ou non pour le demandeur. Par contre, il y a tout un processus qui doit être mis en place avant d'arriver à cette ultime étape-là. Ultimement, bien, c'est de pouvoir déposer une demande en bonne et due forme. Le règlement, avec les différents articles, on prévoit pas à pas ce qui doit être fait pour déposer une demande jugée conforme par notre inspectrice à ce moment-là, qui recevra la demande, qui, elle, une fois que tous les documents demandés auront été colligés, sera en mesure de soumettre le dossier de demande d'usage conditionnel à l'organisme qui s'appelle le Comité consultatif d'urbanisme. C'est un comité qui existe depuis plusieurs années ici à Notre-Dame-de-Montauban, qui a eu comme habitude de traiter davantage des situations comme des demandes de dérogation mineure. Vous avez peut-être vu passer ça au fil des années. Bien, c'est cet organisme-là qui aura à étudier la demande d'usage conditionnel. Juste pour donner un petit peu de précision sur ce que c'est que le comité d'urbanisme consultatif en urbanisme, c'est composé de 5 membres. Il y a 2 élus. Entre autres, moi je suis un des membres et Mme Huot également. Il y a 3 citoyens de Notre-Dame-de-Montauban qui participent à ce comité-là. Alors, ultimement, bien, lorsque la demande est jugée conforme, le CCU est saisi du dossier. Il devra émettre une recommandation au Conseil, une recommandation à la fois d'accepter avec ou sans condition, ou de refuser ultimement. Et pour faire son analyse, elle aura à sa disposition tous les documents que le demandeur aura remis dans le cadre du dépôt de sa demande. Et puis, ultimement, bien, la façon d'analyser ces demandes-là, c'est en vertu des différents critères qui sont déterminés dans le cadre de ce règlement-là. Évidemment, les critères qu'on va parler un petit peu plus tard, c'est uniquement dans l'objectif d'accorder un usage conditionnel de résidence de tourisme, mais éventuellement, s'il y avait d'autres usages qui devraient être introduits dans le cadre de ce règlement-là, il y aurait un mécanisme spécifique d'étude qui serait mis en place pour cet autre règlement-là, le cas échéant. Alors, essentiellement, bien, les documents sont mis à la disposition. Le comité va analyser le dossier,
basé sur les différents critères qui ont été établis dans le cadre d'une analyse de résidence de tourisme. Il y a 32 critères qui ont été mis en place, 34 critères, pardon. Et donc, lorsque le Conseil consultatif en urbanisme est en mesure de rendre une décision, bien, il soumet sa décision au Conseil. L'appareil administratif doit émettre un avis d'une durée de 15 jours avant la séance où le Conseil va rendre une décision sur le dossier. Et cet avis-là, bien, c'est un avis public. Donc, toute personne intéressée a la possibilité de prendre connaissance de la demande qui est faite. Les gens seront dûment informés de quelle est la propriété qui est visée par cette demande-là. Et lors de la séance, les gens vont pouvoir se présenter, poser des questions, émettre des commentaires. Et à ce moment-là, avant de rendre sa décision, le Conseil entendra ces gens-là et là décidera s'il est prêt à prendre une décision à même la séance ou si c'est une séance ultérieure. Évidemment, bien, le Conseil doit émettre une décision, donc ce serait une décision favorable avec ou sans condition également, ou encore là, une décision défavorable, à ce moment-là, en justifiant le motif. Les gens seront avisés, le demandeur sera avisé par la suite du résultat de cette démarche-là. Et là, par la suite, bien évidemment, si c'est positif, bien, il aura à faire les différentes demandes de certificats, entre autres le certificat d'usage, qui sera dûment émis sur présentation de la résolution d'adoption. Alors, c'est le processus que suivra une demande en vertu de quelqu'un qui voudrait faire un usage de résidence de tourisme pour l'immeuble qu'il compte utiliser de cette façon-là. Alors, les différents critères, comme on disait tantôt, sont analysés par le Conseil consultatif en urbanisme. C'est pas prévu que les 34 critères doivent être impérativement rencontrés. Dans certains cas, certains critères pourraient ne pas être retenus dans un dossier, mais l'être impérativement dans un autre, parce que chaque dossier, chaque demande est une question de fait. Il y a des particularités à chaque dossier. Donc, dans certains cas, il y a des éléments qui vont être peut-être plus sensibles. Alors, c'est pour ça qu'on dit que tout ce processus-là est somme toute discrétionnaire et non pas un automatisme que si tous les points sont rencontrés, ben, au contraire, il faille avoir tous les critères pour que le dossier soit accepté. Alors, c'est un peu essentiellement la procédure. Peut-être, Marcel, je voulais revenir aussi sur les motivations là, qui nous ont amenés à en venir avec ce règlement-là. Je peux aussi expliquer les objectifs généraux qu'on trouve à même le règlement. Là. On dit que les objectifs généraux, c'est optimiser le potentiel touristique et économique du territoire, et ce, en s'assurant de respecter le cadre actuel et assurer une offre diversifiée tout au long de l'année. Éviter que l'usage de résidences touristes s'implante dans des milieux où il serait incompatible avec l'environnement. Et en dernier lieu, bien évidemment, encadrer ce type d'usage afin de limiter les impacts négatifs et les nuisances pouvant être reliées à cette présence. Ce règlement-là, il y aura la possibilité de faire une demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme dans les zones où auparavant c'était déjà permis de pouvoir exercer un usage de résidence de tourisme. Donc, dans les zones où il n'y avait pas déjà la possibilité, bien, il n'y aura pas plus la possibilité en vertu de ce nouveau règlement-là, puisque les zones autorisées sont spécifiquement détaillées dans le règlement. Alors, chacun connaissait peut-être votre zone, donc spécifiquement, vous pouvez voir si ce nouveau règlement-là modifie ou ne modifie pas l'usage que vous pouviez faire ou pas auparavant. Quelque chose à rajouter? Juste pour dire que, encore une fois, c'est pas un frein au développement touristique du tout. C'est vraiment un document qu'on doit maîtriser, tout simplement. S'adapter à ça. Puis nous, de notre côté, c'est un conseil, on veut du développement de location courte. Il faut que ça soit clair. Là. Mais on ne veut pas que ça soit fait de n'importe quelle façon. Puis comme Martin a expliqué, je sais que ça fait peur des plusieurs critères.
Mais certains critères qu'on peut ne pas prendre en considération, d'autres oui. Donc, c'est vraiment une discussion entre la personne et le conseil, mais pas le conseil, c'est CCU. Puis, soyez rassurés, là, c'est pas, on ne dit pas non. Il y a des communautés au Québec qui ont dit non, simplement. Il y en a qui sont pas loin d'ici. Ils ont dit non, on n'en veut pas du tout. Nous, c'est pour ça qu'on en veut, mais de façon encadrée. Puis je pense que l'encadrement qu'on a ici, personnellement, je pense que c'est quand même bien. C'est pas quelque chose qui est insurmontable, c'est quelque chose qui est quand même correct. De toute façon, je pense que la plupart du monde qui ont des occasions importantes présentement rencontrent déjà tout ça, de toute façon, pratiquement. Ça fait que quelques détails à ajouter. Donc, c'est à peu près ça, mais ce qui est important à retenir, c'est que on n'a pas un frein à ça du tout. On veut de l'allocation à court terme, on veut que ce soit encadré, on ne veut pas perdre nos logements, entre autres ici dans la trame de Montauban, que ça aurait pu arriver que les gens achètent les logements pour les louer. Là, on aurait pu de logements ici, comme qui était là à Montréal et à différentes places. À Saint-Tite d'ailleurs. Nous, on veut que ce soit encadré, on veut développer notre trame de Montauban de façon correcte, je dirais. Ça veut dire. Et on est certain que les gens qui ont des chalets partout, ou des maisons, ils vont rencontrer des critères, et j'ai hâte de vous entendre sur certains critères que vous ne voulez pas avoir carrément, ou d'autres que vous avez passés et qu'on n'a pas mis, ou d'autres qui pourraient être adoucis. Il y en a un que vous avez dit d'avance qu'on ne bougera pas, là. C'est les espèces envahissantes. Ça, là-dessus, vous ne verrez pas. Parce que j'ai jasé beaucoup avec le ministère de l'Environnement, puis le plus grand danger qu'on a ici, dans toutes les communautés, c'est les espèces envahissantes. Vous ne devez pas voir le lac 3000, mettons, avec une pancarte en avant, puis une baignade interdite, comme on voit dans certaines places au Québec. Là. Ça, c'est vraiment catastrophique. Puis quand ça rentre, il y a tellement de ruisseaux, ça tombe dans le lac, etc. C'est un désastre total. Donc là-dessus, il faut être très, très vigilant. Puis, à part de ça, on est ouvert à d'autres affaires. Donc, allons-y. Madame Joël. Dans le fond, je vais juste vous dire, le règlement, dans le fond, c'est l'enverge des embarcations. Puis c'est la mise à disposition des gens qui louent aussi des embarcations pour se promener sur les plans d'eau. C'est ce critère-là. Oui. On va s'en parler. Mais nous, on est prêts pour vos questions, si jamais vous en avez. J'encourage à poser des questions. Venez en avant ici. Ouais, déplacez-vous au micro, s'il vous plaît, parce que à la gang que vous êtes, là.